Au sommaire de ce journal, Mines et énergie, lancement du premier salon international des ressources extractives et énergétiques de Côte d'Ivoire. Université d'été et petites et moyennes entreprises, les défis de l'industrialisation de l'Afrique au cœur de la 3e édition. Santé, du nouveau dans la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Le TrapNet, une solution pour piéger les moustiques à l'aide de moustiquaires pièges. Infrastructure communautaire. Les Lions du district 403A2 posent la première pierre d'une bibliothèque Braille à l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal de Business 24 Africa. En début de cette édition, nous nous intéressons au développement durable des industries extractives et énergétiques. Lancement à Abidjan du Salon international des ressources extractives et énergétiques de Côte d'Ivoire, en abrégé CIREX. C'est un salon consacré aux startups, aux passionnés de développement informatique, dont la finalité est de primer les vainqueurs porteurs de meilleurs projets dans le domaine énergétique. Ce concours est ouvert aux étudiants, entreprises et start-up. Pierre Tebeu et Ezekiel Seri nous présentent ce premier concours hackathon du CIRES et les conditions de participation. Du 27 novembre au 2 décembre 2024, la Côte d'Ivoire accueillera le premier salon international des ressources extractives et énergétiques, en abrégé CIREX hackathon. De quoi s'agit-il ? C'est un concours national et international qui intègre pour la première fois 3 secteurs d'activité, les mines, le pétrole et l'énergie. Il veut permettre aux participants de concevoir des solutions innovantes, pratiques et fiables aux problèmes majeurs de ces secteurs au moyen de technologies de l'information et de la communication. C'est un concours qui se veut innovant, qui met l'accent sur tout ce qui est NTIC. Et nous voulons qu'il soit relatif à nos secteurs d'activité, mines, pétrole et énergie. Donc ce sont des solutions des solutions informatiques qui devront nous aider dans nos domaines d'intervention des mines, du pétrole et de l'énergie. Le concours est ouvert aux étudiants, aux startups et aux candidats qui sont indépendants, qui veulent proposer des solutions. Qui peut participer à ce concours du CIREX et que gagnent les vainqueurs? Cissé Sabati, le commissaire général, a été plus que clair. Les vainqueurs empocheront 10 millions de francs CFA. Il s'agit pour nous de mettre en compétition les étudiants, les entreprises, les start-up pour réfléchir sur des problématiques que nous rencontrons tous les jours dans nos 3 secteurs. Évidemment, le premier, c'est celui qui aura produit la meilleure solution innovante. Le premier, je pense que ça a été présenté tout à l'heure, aura 10 millions de francs. Les meilleures solutions vont être implémentées par les trois secteurs. Donc il y a toutes les retombées. Les inscriptions sont ouvertes sur www.cirex.ci jusqu'au 22 octobre 2024. Les 9 meilleurs projets seront retenus pour la grande finale du 29 novembre au 2 décembre 2024 lors de la tenue du premier salon CIREX hackathon à Abidjan. Poursuivons ce journal avec la 3e édition de l'Université d'été des petites et moyennes entreprises qui s'est tenue du 20 au 21 septembre 2024. Un événement qui a rassemblé un grand nombre d'acteurs de l'écosystème entrepreneurial et de l'administration publique. Ils ont échangé sur les défis de l'industrialisation en Afrique. C'était à l'Hôtel Ivoire d'Abidjan en présence de Walter Kofi et Tima Traoré. De fournisseurs de matières premières à fabricants de produits manufacturés, un défi majeur pour le continent africain qui tente de trouver réponse dans cette rencontre dans la capitale économique ivoirienne. Les universités d'été des petites et moyennes entreprises UEPME, une initiative qui pour sa 3e édition s'est penchée sur le Made in Africa.
Des dirigeants d'entreprises privées et étatiques ont répondu présent tout en apportant leur expertise à ces assises. Ils ont évoqué la zone de libre-échange intercontinentale et la valorisation du potentiel agricole africain comme solution. Je l'ai dit tantôt, aujourd'hui environ 70% de nos industries sont liées à l'agriculture, mais la capacité de transformation reste faible. Il est essentiel de renforcer ces chaînes de valeur en développant les industries locales pour transformer nos matières premières, notamment le cacao et l'anacarde. En tant qu'acteurs de l'industrie, nous avons la responsabilité collective de promouvoir et de valoriser la production locale. Cela contribue non seulement à la création d'emplois, mais aussi à la réduction de notre dépendance vis-à-vis des importations. Les universités d'été des petites et moyennes entreprises étaient un rendez-vous annuel destiné aux entrepreneurs et professionnels avec un engagement d'accompagner ces derniers dans leur croissance. Il vise aussi à impacter l'environnement économique et social du continent africain en se penchant sur les défis. Ici, on a déjà un stéréotype autour de tout ce qui est africain. Donc nous, on valorise les produits locaux à travers notre événement, mais on valorise encore plus le savoir-faire africain. Pour nous, notre idéal, c'est de pouvoir aujourd'hui voir des produits africains s'exporter, voir des services aussi africains s'exporter. Parce qu'on sait que le développement de l'Afrique passera forcément par les PME et les PMI. L'UEPME 2024 s'est tenue du 20 au 21 septembre. Durant ces 2 jours, l'accent a été mis sur la consolidation des écosystèmes pour la promotion du Made in Africa. L'événement s'est meublé de panels, d'ateliers d'échange et de conférences sur diverses thématiques. Une note sur l'environnement. En prélude à la COP29, Abidjan accueillera du 9 au 14 octobre 2024 le sommet international de la jeunesse sur le climat. Cette première édition, dont le thème est Jeunesse, Climat, Action, réunira 1000 experts et 500 jeunes. Ce sera pour eux le défi de l'information et le devoir d'impacter la jeunesse sur le climat en Côte d'Ivoire. Djekou De Silva et Doumbia Ayouba. Le mouvement des jeunes pour le climat, pourrait-on dire, un réseau international d'organisations de la jeunesse qui vise collectivement à inspirer, responsabiliser et mobiliser des jeunes. Ils ont décidé de prendre des mesures positives sur le changement climatique. Et pour ce faire, la première édition du sommet international de la jeunesse sur le climat qu'ils organisent au Radisson Blu d'Abidjan. Il est porté sur un thème assez évocateur, jeunesse, climat, action. Nous sommes ici dans le but de lancer le sommet international de la jeunesse sur le climat. Voilà, il faut dire que c'est un canal par lequel les jeunes ivoiriens pourront s'unir pour mener le combat pour un développement durable. Voilà. Comme on le sait tous, sans savoir, sans connaissance, on n'y peut rien faire. Voilà, on n'y peut rien. Donc, nous, jeunes Ivoiriens, qui avons compris cela, nous nous sommes organisés pour pouvoir lancer un sommet dénommé Sommet international de la jeunesse pour parler du climat, pour enseigner, pour éduquer, pour que chaque Ivoirien soit ambassadeur du climat dans sa propre famille. Le rôle et l'influence des jeunes dans la promotion du climat se sont accrus dans le monde entier depuis la création des fonds d'investissement climatique en 2008. En Côte d'Ivoire, les jeunes veulent également mener un plaidoyer auprès des autorités pour l'imprécieuse nécessité d'accélérer l'action pour le climat. L'action pour le climat revêt un caractère particulièrement nécessaire pour les jeunes, tant il est vrai que les mesures prises ou non aujourd'hui contre le changement climatique affecteront directement le restant de leur vie. Parlons santé. Les insecticides et les moustiquaires imprégnés n'ont toujours pas eu raison du moustique et donc du paludisme qui, selon toutes les indications, est en train de refaire une santé.
Et si on essayait autre chose? Le TrapNet, c'est une trouvaille d'un épidémiologiste du Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire qui consiste à piéger les moustiques à l'aide de moustiquaires pièges. Le lancement du projet a eu lieu vendredi en présence de Issa Badini et Tima Traoré. 202 millions de cas de paludisme en 2015 avec 429 000 morts en Afrique subsaharienne. En 2023, ce nombre est passé à 241 millions pour 619 000 morts. Le constat est clair, le paludisme et ses vecteurs se le font une belle santé malgré les insecticides et les moustiquaires imprégnés. Il faut faire quelque chose et c'est ce que fait ce consortium mené par Dr Swahibou avec TrapNet. TrapNet, en réalité, c'est un kit de piégeage qu'on fixe sur les moustiquaires pour augmenter leur efficacité vis-à-vis des moustiques. Et vous savez, hein, les moustiquaires imprégnés sont conçus, l'un des outils phares pour la lutte, pour la prévention du paludisme. Et donc, avec la résistance aux insecticides, l'efficacité des moustiquaires est entravée. Alors, nous avons développé ce kit de piégeage TrapNet pour pouvoir capturer les moustiques qui viennent au contact de la moustiquaire indépendamment de leur statut de résistance aux insecticides. Moustiquaire piège pour la lutte contre le paludisme et la gestion de la résistance aux vecteurs. Une solution de plus pour traquer le paludisme, présentée officiellement à cette occasion, mais mieux, c'est le lancement institutionnel du projet dont les tests grandeur nature se feront dans la région du Poro, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Opérationnellement, c'est déjà de tester l'efficacité même de l'outil en phase communautaire parce qu'à ce jour, toutes les expériences qui ont été faites pour tester le TrapNet l'ont été uniquement en conditions expérimentales. J'ai été très agréablement surpris de savoir que cette trouvaille est faite par un Africain et qui a fait déjà l'objet de 3 brevets. Ça, je trouve que je suis ravi. J'en suis ravi et je le félicite beaucoup pour ça. La solution insecticide pure et dure, en fait, n'est qu'un éternel recommencement. À chaque fois, une molécule arrive, on est plein d'espoir, on se dit c'est ok, ça va aller, mais 3 ans, 4 ans après, voilà que les résistances émergent et qu'on est acculé, obligé encore de réfléchir à un nouveau produit dont les développements présentent un coût très important, alors qu'ici on rajoute un outil pour potentialiser l'efficacité d'autres outils et se passer de rajouter encore de l'insecticide. L'outil ici présenté, TrapNet, est un outil qui va venir effectivement régler un certain nombre de problèmes de nos communautés, et ne serait-ce que par le coût, donc, et aussi par son efficacité. Le projet TrapNet est piloté par le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'Université d'Abomey-Calavi et du Bénin et l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Parlons à présent du Lions Club International. Le gouverneur du district 403A2 du Lions Club International a procédé à la pose de la première pierre d'une bibliothèque numérique Braille. C'est un projet voulu par les Lions de Côte d'Ivoire qui veulent offrir aux personnes vivant avec des handicaps, notamment visuels, un centre de recherche et de travail. Cette bibliothèque sera installée en plein cœur de l'INIPA, entendez Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. C'est ici, en plein cœur de l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles dans la commune de Yopougon, que va se dresser dans les jours à venir la bibliothèque numérique Braille. L'infrastructure sera composée de plusieurs compartiments, notamment une salle de recherche, une salle de travail, la salle du bibliothécaire, un préau, une salle d'accueil VIP, des salles d'eau et d'autres commodités. Elle sera le centre de recherche et de travail par excellence dédié aux pensionnaires de l'Institut des aveugles, mais aussi sera ouvert aux handicapés visuels de Côte d'Ivoire. Le coût de cette bâtisse, qui sera équipée de matériel de dernière génération, 80 millions, dont près de 60 millions déjà mobilisés.
Nous parlons à présent du Lions Club International. Le gouverneur du district 403A2 du Lions Club International a procédé à la pose de la première pierre d'une bibliothèque numérique Braille. L'œuvre est à l'actif des Lions de Côte d'Ivoire, appuyée financièrement par la LCIF, bras financier des projets Lions. En posant la première pierre de cette bibliothèque numérique Braille, les Lions, avec leur gouverneur de district Clémenceau Urey, se disent heureux de continuer à servir la communauté en la dotant de pareilles infrastructures. La fondation du Lions Club International, qui est la Banque des Lions, a trouvé que ce projet était vraiment un projet porteur. Et nous, Ivoiriens, on a trouvé que si on créait la première bibliothèque numérique Braille de la Côte d'Ivoire, ça serait une fierté pour les Lions de contribuer à la lutte contre l'handicap visuel. Et cette bibliothèque Braille, c'est la première bibliothèque qui sera donc construite en Afrique de l'Ouest. C'est une structure qui va comprendre plusieurs bâtiments. En fait, nous allons avoir un grand hangar où les gens pourront se relaxer avant d'aller dans les salles concernées. On a 3 grands bâtiments. On aura donc la salle de travail qui va avoir donc les structures qui conviennent avec la salle de lecture. Oh, as I said in my remarks, I feel very good when I attend events like this because it shows the good side of humanity, goodness of man to man. You see, the blind people were not unfortunately born with a sight defect, and we who have sight are working to help them make something of their lives. That is so very good. So I feel very pleased about that. Je suis très content de la pose de cette première pierre. Quand je participe à ce genre d'événement, je suis très heureux parce que ça me permet de voir comment l'homme fait du bien à l'homme. Et ceci est le privilège des lions qui sont nés avec une bonne vue. Infiniment merci à vous, votre personne, infiniment merci à tous les lions qui nous aident au quotidien. Il faut souligner que cette pose de première pierre se fait dans un contexte de visite de travail du nouveau gouverneur Clémenceau Urey. Une visite qui sera meublée de plusieurs autres activités et de séances de travail pour réussir les objectifs assignés aux Lions de Côte d'Ivoire. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, précisément dans la commune de Séman. Il s'est tenu la cérémonie d'investiture du 5e président des jeunes du village. Cette cérémonie a enregistré la présence des fils et cadres du village, notamment le directeur général adjoint du conseil Café Cacao et le premier adjoint au maire du plateau. Les autorités ont exhorté le nouveau président à la culture du vivre ensemble et la cohésion sociale dans le village. Charles Kouakou et Pierre Tebeu nous en parlent. Tous étaient présents pour cette intronisation qui a débuté par la lecture des statuts et règlements intérieurs lus par le président de la jeunesse communale. Après cette lecture, s'en est suivie la cérémonie d'intronisation en présence des autorités, le directeur général adjoint du conseil Café Cacao et le premier adjoint au maire du plateau, parrain de la cérémonie. Ils ont exhorté le nouveau président à la culture du vivre ensemble. Nous, les cadres du village, nous ne pouvons que les supporter, les soutenir pour le bien-être de notre population, pour le bien-être du développement de notre village. En tout cas, nous les avons invités à cultiver la paix, le vivre ensemble, la cohésion sociale, pour qu'ensemble on puisse développer notre village. Le président des jeunes doit créer l'épanouissement des jeunes de son quartier. Au besoin, orienter les jeunes qui sont oisifs à pouvoir entreprendre des activités pour pouvoir se départir des vices de la société. C'est le plus important. C'est pourquoi d'ailleurs on encourage le président des jeunes à rassembler tout le monde, à intégrer les cadres afin que ceux-ci puissent l'aider à absorber ceux qui n'ont pas encore des activités à mener. Le nouveau président a placé son mandat sous le signe du travail et de l'entraide. Aujourd'hui, nous tous nous savons qu'actuellement ici, pratiquement dans tous les villages de Côte d'Ivoire, la jeunesse est vraiment pratiquement perdue. Qu'est-ce que nous, nouveaux élus, qu'est-ce que nous pouvons donner à cette jeunesse-là? Quelle est notre touche vraiment? Quelle est la touche que nous pouvons donner et mettre vraiment
au développement de notre village. Maintenant, je voulais appeler toute la jeunesse de Sema à s'unir comme une seule personne autour de moi et qu'ensemble nous regardons dans une même direction. La cérémonie d'investiture du 5e président des jeunes du village de Sema a pris fin dans une ambiance populaire. Direction Laoudiba, localité située au nord-est de la Côte d'Ivoire, dans le département de Bondoukou. Promouvoir la paix, l'unité et l'insertion socio-professionnelle à travers le sport, la culture et l'éducation. C'est l'objectif visé par la jeunesse de la sous-préfecture en organisant la première édition du tournoi et festival CIMAF. Anissé Kouadio, notre correspondant dans le Gontougou. L'hymne national de la Côte d'Ivoire et du royaume chérifien, le Maroc, sont montés dans le ciel de Laoudiba à l'occasion de la première édition du tournoi de la cohésion initié par la société de cimenterie marocaine CIMAF. 9 équipes étaient au départ de ce tournoi de la cohésion. 2 ont pu obtenir leur ticket pour la grande finale. Laoudigan en blanc, opposé au village de Bagbao en orange. Au terme d'une finale âprement disputée, c'est le village de Laoudigan qui a réussi à soulever Dame Coupe en disposant de son adversaire du jour, un but à 0. La Côte d'Ivoire et le Maroc, c'est une fraternité depuis des décennies. On a été partant pour ce type d'action qui rassemble la jeunesse et aujourd'hui c'est une grande joie de voir l'épanouissement de la jeunesse de Laoudiba. Cette première édition du tournoi de football CIMAF pour la cohésion des communautés avait pour parrain Adou Kofi Théodore, l'un des cadres de cette société de cimenterie, a aussi procédé à la mise de niveau de la plupart des participants à ce tournoi qui sont notamment des élèves à travers des cours de renforcement de capacité pour leur permettre de préparer sereinement la rentrée des classes. Durant cette compétition, nous avons plein d'élèves qui ont eu à participer. Et je pense qu'en associant le sport aux études, cela va pour le développement de la région, car nous attendons des futurs cadres de demain à travers le sport et les études. Ça a été un tournoi pour nous préparer pour la rentrée. Ça a été vraiment éducatif. On a beaucoup appris. Cet événement avait également un volet culturel qui a permis aux organisateurs de présenter des danses et des chants qui tendent à disparaître aux plus jeunes afin de leur permettre de connaître davantage leur culture et leur histoire. Notons que le directeur général du groupe CIMAF a salué l'excellence des rapports entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Il a à cet effet annoncé la construction très prochaine d'un forage qui va servir à alimenter le centre de santé urbain de Laoudiba. Cette année encore, la Fondation Children of Africa a remis le couvert avec sa traditionnelle opération de distribution gratuite de kits scolaires en faveur des élèves défavorisés. Pour la rentrée scolaire 2024-2025, c'est à Bouaké que l'organisation, avec sa présidente Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a lancé sa campagne offrant 15 000 kits aux enfants. En plus de ce don, Dominique Ouattara a offert du matériel éducatif, didactique et sportif, ainsi que d'entretien à plusieurs écoles de la région de Béké. Le récit de Emmanuel Bonzo. C'est un appui considérable à l'école de qualité prônée cette année encore par l'ensemble de la communauté éducative. La Fondation Children of Africa, comme à chaque rentrée des classes, a procédé à la remise gratuite de kits scolaires aux enfants défavorisés. C'est au sein du groupe scolaire TSF 1 de Bouaké que Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire et aussi présidente de cette fondation, a remis 15 000 kits complets aux tout petits pour leur assurer de meilleures conditions de réussite de leur année scolaire 2024-2025. Je veux dire merci à maman Dominique de nous avoir tous ces kits scolaires. Je vous promets de travailler bien à l'école et d'assurer mon avenir. Mes chers enfants, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seuls sur le chemin de l'apprentissage. Nous sommes à vos côtés, prêts à vous soutenir et à vous encourager à chaque étape de votre parcours scolaire. Nous croyons en vous et en votre potentiel et avons hâte de vous voir devenir les leaders de demain. Cette dotation de kits scolaires, dont 5 000 sont destinés aux élèves de Bouaké, est une contribution aux efforts du gouvernement pour rendre plus excellent le système éducatif national. Bénéficiaires de ces manuels scolaires, les élèves, par la voix de leur porte-parole et aussi leurs parents, ont traduit tous leurs remerciements à la première dame de Côte d'Ivoire. Les enfants de Côte d'Ivoire et en particulier mes camarades du groupe scolaire TSF 1 de Bouaké, par ma voix, vous disent infiniment merci, maman Dominique.
Merci pour votre soutien. Merci pour votre vision éclairée. De son côté, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, représenté par le ministre Kofi Nguessan de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, a au nom de Maria Toukone salué cette initiative de Children of Africa, participant ici à l'amélioration des résultats scolaires des enfants. Merci donc du fond du cœur, Madame la Première Dame, pour votre contribution sans cesse renouvelée pour une école inclusive, équitable et performante. Outre les kits scolaires, la Fondation Children of Africa a équipé en matériel éducatif, didactique, sportif et d'entretien certaines écoles et directions régionales de l'éducation nationale, le tout pour un montant global de 220 millions de francs CFA. Au groupe scolaire TSF 1 de Boaké, les salles de classe, le bâtiment de la maternelle, la cantine scolaire et la bibliothèque ont été entièrement rénovés afin d'offrir un cadre d'apprentissage agréable aux tout-petits. Mamadi Doumbouya est un citoyen comme les autres Guinéens et rien ne l'empêche de se présenter à l'élection présidentielle. Ce sont là les propos du porte-parole de la junte militaire en Guinée. Ainsi, le « je ne serai pas candidat » est en passe de devenir « personne ne peut m'empêcher d'être candidat ». Le général réussira-t-il là où le capitaine a échoué? C'est le regard de Issa Badini dans la chronique Business 24. C'est samedi, vous l'aurez imaginé. Suivez. Mamadi Doumbia est un citoyen comme tous les autres Guinéens et donc rien ne l'empêche d'être candidat à l'élection présidentielle à venir. Vous l'avez certainement tous entendu. Ces propos sont du porte-parole de la présidence guinéenne à l'occasion d'une conférence de presse conjointe avec le porte-parole du gouvernement de la transition. Ce que le président de l'Assemblée de transition a voulu faire entendre sans le dire formellement lors d'une sortie médiatique récemment est désormais dit. Morceau par morceau, les pages de la charte de la transition sont peu à peu et une à une déchirées par ceux-là même qui l'ont conçu sans même demander l'avis du malheureux peuple qu'on est censé servir. Morceau par morceau, les pages de la charte de la transition sont peu à peu et une à une déchirées par ceux-là même qui l'ont conçu sans même demander l'avis du malheureux peuple qu'on est censé servir. Petit à petit, en Guinée, les stylistes modélistes du fauteuil présidentiel sont en train de tailler sur mesure les lois, les règles et même le vocabulaire pour permettre à l'ancien légionnaire de troquer définitivement les treillis pour un boubou blanc présidentiel comme il l'adore. Lui qui pourtant avait apposé sa signature sur la fameuse charte qui l'interdit, lui et tous les autres acteurs de premier plan de la transition de briguer la magistrature suprême. Mamadi Doumbia, citoyen comme les autres, on a envie de dire oui pour certainement faire plaisir à ceux qui le disent. Mais force est de reconnaître que Mamadou Doumbia n'est pas et ne peut pas prétendre être un citoyen comme les autres. C'est d'ailleurs parce qu'il n'est pas citoyen comme les autres qu'il s'est permis un coup d'État portant atteinte aux institutions de son pays. Un citoyen comme les autres, non. Un citoyen qui a à se faire pardonner et qui n'y arriverait pas en principe, même s'il sauvait la démocratie comme il le prétend, car un coup d'État reste un coup d'État et donc répréhensible. On verra tout en Afrique. Il a donc fallu 3 ans de pouvoir, des armes, beaucoup d'armes et des munitions qui vont avec, de l'argent aussi, beaucoup d'argent, certainement du contribuable pour payer des tireurs et emprisonneurs pour voir le loup se débarrasser de son masque d'agneau. Comme le dit un artiste burkinabé, certaines personnes veulent à la fois la farine, l'argent de la farine et le jus de la farine. 3 ans volés au peuple guinéen, ça arrosait les grades de général et tout ce qui va avec. Et maintenant, l'homme veut briguer le pouvoir civil tout en étant juge et parti. L'Afrique a un incroyable talent et Doumbia, un incroyable génie. Au football, on aurait parlé de sombrero ou de pisnette. Le verdict du procès du 28 septembre est encore fumant dans les têtes et dans les esprits. Et ce n'est pas le colonel Claude Pivy, le fuyard à rattraper, qui dira le contraire. Mais l'histoire semble être un éternel recommencement au pays de Sékou Touré et Hélas Paquet.
Dadis Camara, au fond de sa cellule, paierait tout l'or du monde pour être à la place du général Doumbia, certainement pas pour les boubous, encore moins les bérets, mais pour rectifier les tirs, empêcher un 28 septembre et par ricochet, esquiver la malheureuse balle de Toumba Diakité qui l'a mis hors jeu. Il faut, à un certain moment donné, savoir tirer les leçons du passé et utiliser sa position pour aider son pays comme un vrai homme et non céder soi-même comme un fraudeur de biens publics, surtout lorsqu'on a payé les privilèges avec des armes d'accéder au pouvoir d'État à un moment. Dernier rempart avons-nous attribué à la grande miette, creuset de l'éthique et de la morale avons-nous collé aux porteurs des treillis. Le général Lansana Conté disait ne pas être omnibulé par le pouvoir après son coup d'État. Il est mort au fauteuil présidentiel. Et Yadema, père du Togo, le général Robert Gueye, le candidat du peuple en Côte d'Ivoire à un moment donné de l'histoire, le général Moussa Traoré du Mali, le général Maïna Sara du Niger, les Déby Itno, les maréchals et les généraux, enfin, presque tous les militaires venus, disent-ils, sauver leur pays. Et avec la démocratie et de rendre le pouvoir, on finit par les conserver jusqu'à la mort, pour certains, et jusqu'à un départ forcé par coup d'État pour d'autres. Les Guinéens avaient réussi à empêcher Dadis Camara de trahir sa parole avec les prix qu'on connaît aujourd'hui. Mamadou Doumbia réussira-t-il à trahir la sienne? En tout cas, les maçons et les menuisiers des palais sont à pied d'œuvre pour l'y aider. Pour preuve, ces dernières sorties. Quand la parole donnait et d'honneur ne dit plus que le temps d'un paix. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est dans Les Corbeaux et les Renards de Jean Lafontaine. Vous avez dit éthique et morale, je dirais mort et enterré. À bientôt. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez toujours sur Business 24 Africa, votre télé utile. Les programmes se poursuivent.